tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne qui débute une semaine spéciale Pacifique. Alors au sommaire de cette émission, je recevrai exceptionnellement un invité dans ces sports. Il s'agit de Monsieur Stanley Cazer, qui est donc le président de la Ligue calédonienne de boxe anglaise. Puis nous irons dans le nord, à Yingen, où un atelier de stage vacances a permis donc à des jeunes de réaliser un radeau fidjien. Nous verrons ça avec Marie-Hélène dans sa chronique Job et Éducation. Et pour finir, Camille nous parlera des Australiens qui étaient en Nouvelle-Calédonie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sera dans C'était hier. Mais avant ça, rejoignons notre invité du jour. Et je reçois aujourd'hui Simane Wenethem, qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter, qui est donc danseur professionnel et slammer aussi. Bonjour Simane. Bonjour Chloé. Alors comme je le disais, tu es danseur professionnel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, s'il te plaît? D'accord. Donc, j'imagine que oui. Alors, faut savoir que je suis originaire de Lifou. Et là-bas, la danse, c'est dans notre culture. Donc, depuis que je suis né, je fais que danser. La culture de chez moi, de Pilou. Et c'est en 98, quand les Bleus ont gagné, que mon frère m'a intéressé à la danse hip-hop. Et par la suite, que de la danse debout. Et en 2000-2001, quand le hip-hop a explosé ici en Calédonie, j'ai commencé à apprendre le breakdance, la partie hip-hop plus acrobatique. D'accord. Et en 2009, je rencontre un cousin qui m'a appris le yamakasi. Et en 2011, je commence à connaître le slam via Paul Wamo. D'accord. Voilà. Et donc l'écriture, après la danse, tu te mets à écrire. Voilà. D'accord. Donc c'est avec la danse que tu as pu aussi voyager dans le Pacifique. C'est aussi la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui, pour nous parler un petit peu de ton expérience, de tes voyages, de voilà, ce que ça t'a apporté. Et donc ça a commencé, ton premier voyage, c'était justement quand tu as commencé à te professionnaliser dans la danse, c'était au Vanuatu à l'occasion du festival Fest Napoan. C'était en 2008. C'est vrai. Alors j'ai une petite anecdote. En 98, j'ai appris la danse hip-hop avec les sauts. Ça s'est mal terminé. C'était avec ton grand frère? Voilà. Je suis retombé sur la tête et je m'en souviens encore. Tu m'étonnes. Ça aurait pu te bloquer, tu aurais pu te dire non, la danse c'est pas pour moi, j'arrête là. Effectivement, et là j'ai eu une prise de conscience et il voulait me partager quelque chose de super génial. Et je le remercie encore pour cet acte. Et je me suis dit qu'il n'avait pas les outils pédagogiques pour ça. Pour ceux qui ne sauraient pas, la pédagogie, c'est en gros, en résumé, c'est apprendre plus facilement. D'accord. Comment enseigner voilà. un savoir à quelqu'un. Voilà, mais que ça passe facilement, que c'est plus facile à apprendre. Donc moi, je me suis professionnalisé. Je me suis professionnalisé en commençant une formation de formateur donnée par le CDC. Et comme formateur, on a eu Soufiane Karim. Donc je fais une petite dédicace au grand frère là. Et on s'est rencontrés là et depuis j'ai eu mon petit certificat et je donne des cours dans plusieurs cultures associatives, culturelles et voilà. D'accord. D'accord. Et donc, pour revenir au voyage, donc tu as commencé, comme on le disait, avec Soufiane Karim, et suite à ça, donc depuis que tu es professionnel, tu as beaucoup d'interventions dans différentes régions du Pacifique. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Justement, par rapport à cette formation, notre première pratique, c'était Vanuatu. Donc, premier voyage que je fais, les yeux grands ouverts et première mise en situation, c'était avec des amateurs, danseurs hip-hop au Vanuatu pour le festival Fest Napoan. Voilà. D'accord, en 2008. Voilà. D'accord. Et donc, avec ces personnes-là, tu apprends toi aussi à devenir formateur. Voilà. Et la semaine qui suit, tu te retrouves donc à Fidji avec cette fois-ci des professionnels. Voilà. Enfin, des professionnels, parce que tu vas directement là dans une école de danse. Il y a un studio de danse qui s'appelle Voodance, qui est accompagné par l'ambassade de Fidji, donc je fais une dédicace à eux aussi. Et on préparait un spectacle et pour la fête de la musique, voilà, au Fidji. Et nous, on était là en tant que stagiaires à apprendre aux professeurs tant qu'aux élèves. Voilà. D'accord. Ah, tu en gardes à mon souvenir?
Tu t'en rappelles pas? C'est vrai. Voilà. C'était il y a tellement longtemps. Mais tu y es retourné depuis, Oui. à Fidji. Donc on va en parler. Là. Plus récemment, effectivement, tu as voyagé, toujours avec Soufiane Karim, décidément, vous faites rien l'un sans l'autre. Donc c'était en fin d'année 2013, Yes. où vous vous êtes rendu donc en Malaisie. Yes, en 2013. Donc Malaisie, c'était pour le festival Melaka. Et tous les deux, voilà, depuis la formation, on n'a pas arrêté de danser ensemble, de faire des délires ensemble. Et c'est devenu un peu le grand frère de la danse. Et on a créé un duo qui s'appelle Éphémère et on a fait une petite représentation pour Melaka Festival en Malaisie. D'accord, Voilà. donc là c'était un duo entre toi qui danse le hip-hop et lui plutôt danse contemporaine. Voilà. Un Et mélange un petit peu de vos styles. Voilà. Et je mélangeais un peu le slam à l'intérieur. Du slam aussi. Voilà. Et donc le slam, est-ce que c'est... donc le slam, tu écris régulièrement. Est-ce que justement tous ces voyages dans le Pacifique t'ont inspiré pour l'écriture du slam? Sûrement, j'imagine. Voilà, exactement, parce que le fait de faire ces voyages-là, j'ai pas mal voyagé avec Soufiane et aussi grâce à l'expérience que j'ai acquis avec lui, je voyage aussi pas mal tout seul. Donc moi, ça m'aide dans ma danse, dans le fait de me rapprocher avec ma culture, parce que je vais à la rencontre des cultures, de différentes cultures, et moi, ça me met face à ma culture à moi. Donc ça me questionne, et justement, avec le slam, mais je me remets en question et j'essaie de remettre en question les personnes. Et voilà. C'est une belle source d'inspiration, les voyages en fait. Donc au final, c'est quand tu te retrouves loin de chez toi que tu te mets à réfléchir sur toi, ton identité, ta culture et chez toi au final. Oui. Et donc, alors, tu as voyagé en Malaisie, on vient de le dire. Ce spectacle, ce duo, vous l'avez présenté ensuite. Alors, vous êtes allé entre-temps, pardon, à Fidji. Yes. Vous êtes retourné à Fidji donc à l'occasion du premier festival international de danse qui était donc organisé à l'université du Pacifique de Fidji. Il y a USP. Voilà, et donc vous avez représenté à ce moment-là ce duo qui n'était pas prévu parce qu'au final, au début, Soufiane devait y aller tout seul. Ouais, il devait faire un solo et comme j'étais son alter ego, on va dire, il a dit allez, viens. Viens, je t'embarque. Je t'embarque dans ma valise et là on a proposé le duo. D'accord. Donc voilà. Et donc vous représentiez en fait la Calédonie. La Calédonie, exactement. Yes. Et même une petite anecdote pour la Malaisie. Lui représentait le Maroc et moi la Calédonie. C'était rigolo. Oui. Voilà. Et donc c'était un mélange de culture en fait, voilà, de exactement. style, de culture dans votre duo. Yeah. D'accord. Donc ensuite vous êtes allé à Bali, à Java. Donc ça c'était en septembre 2014, donc exactement. En fin d'année dernière. Yeah. Bali et à Java, pour toujours ce duo avec Soufiane. Yeah. Comment ça s'est passé? Alors c'était 2 semaines à Bali pour reconfigurer le duo, le mettre aux couleurs de la culture indonésienne. Je fais une petite dédicace à l'association indonésienne. Et donc là-bas, c'était un gros choc parce que nous, ici, on est représenté, notre culture est un peu représentée par le respect. Donc on est pris pour des gens qui ont beaucoup de respect. En atterrissant à Java, j'ai trouvé plus respectueux que nous. Oui. Alors c'était vraiment jusqu'à arriver à une situation où le taximan se penchait pour le respect. Il attendait qu'on partait, qu'on sortait de son champ de vision pour arrêter de saluer. Il avait toujours la tête tout à l'envers. Et la tête vers le bas, toujours, toujours avec les mains comme ça. À vous saluer, voilà. Et en fait, il attendait que vous sortiez de son champ de vision. Voilà, jusqu'à qu'on rentre dans l'hôtel, dès qu'il ne nous voyait plus, donc il remontait dans son taxi et il repartait. D'accord, et donc ça c'est quelque chose qui t'a vraiment qui m'a beaucoup touché. Voilà. Et touché, bien sûr. Voilà. Et Bali, une culture du respect pas possible, et très beau, il n'y a pas de tag là-bas. Oui. Les effets personnels des personnes sont à l'extérieur, ça m'a beaucoup interpellé, ça aussi. Et 2 semaines à Bali et 2 semaines à Java. Voilà. Et donc tu as rencontré aussi des artistes indonésiens? Alors là, il n'y a pas le temps pour expliquer ça, mais des artistes, pas que danseurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu sois artiste de n'importe quel bord, n'importe quelle couleur, et on pouvait créer tout et n'importe quoi. Il n'y avait pas de
De limites, de barrières. Exactement, il n'y avait pas surtout d'excuses. Oui. Dès qu'on se voyait, il n'y a pas de spectacle à faire, mais on se voit, on partage et on crée un truc. Pas besoin de Voilà. prétexte. Voilà, exactement, de prétexte. C'est le mot que je cherchais. D'accord. Voilà, c'est génial. D'accord, donc tu en gardes un bon souvenir. Oui. Ensuite, tu es allé... Alors non, c'était avant, j'ai oublié. Mais tu as aussi assisté, on l'a vu au moment de notre semaine spéciale Papouasie. Yes. Tu as aussi participé au Festival des Arts Mélanésiens en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc je salue Camille et puis Solo. Ismaël, Voilà, votre équipe qui nous a suivis là-haut. Donc j'ai été appelé par le gouvernement de la Calédonie pour représenter la commune de Païta. Une commune où j'ai beaucoup travaillé pendant 4 ans pour développer la culture hip-hop. Et j'ai été rencontré par l'un des organisateurs du festival là-bas et il m'a invité pour représenter la Calédonie. D'accord. Donc pendant 1 mois, on était, si je ne me trompe pas, on était 250 artistes du pays. Wow. Pendant 4 semaines, on était ensemble à créer ensemble. J'ai rencontré quelqu'un que je connaissais, mais il a fallu que j'attende Papouasie pour le rencontrer de vive voix, c'est Reza. Fabrizio Bottaro, oui, voilà. de Bouraille, Voilà. Reza, Donc qu'on a présenté aussi. Oui, il y a eu un petit portrait sur lui. Ben voilà, par rapport au portrait, il chantait et nous on dansait. Donc c'était pas prévu, mais voilà, on a créé ensemble. Mais c'est l'ambiance aussi, Voilà, j'imagine, et puis voilà. c'est aussi la culture urbaine, quoi. Donc le chant, le rap, le slam vont pas sans la danse et inversement. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous, on a besoin des rappeurs pour nous mettre la musique et pour danser là-dessus. Voilà, oui, donc c'était puissant, l'émotion. Et pour la petite anecdote, on était une centaine d'artistes et il n'y avait que 4 interprètes. Et nous qui avons un peu d'anglais, on était 3 jeunes de mon groupe justement, on était partis à 4. Je fais une dédicace à Krillin, Jordan et puis Raïssa, moi le 4e. Alors on a fait office d'interprète de secours et ça nous a obligés de traîner avec les mamies. D'accord. Donc on était avec les mamies souvent, ça m'a rappelé encore ma culture sur le respect, des vieux, des vieilles. Je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de clichés. Les vieux ont beaucoup d'expérience, on nous rabâche souvent ça. Je dis oui, c'est vrai. Et là j'ai bien vu, j'ai pris conscience que c'est vrai. Les mamies se connaissaient entre elles, connaissaient mes mamies, nos parents et tout. Ça m'a beaucoup fait plaisir parce qu'il a fallu que je m'éloigne de mon pays, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour me rapprocher encore plus de chez moi. D'accord. Voilà. Et justement, tous ces voyages, alors plus récemment, ton dernier voyage, c'était au Vanuatu, c'est ça? C'était au Vanuatu. Donc c'était pour l'occasion d'une exposition, de Calexpo? Alors, enfin, il y a eu 2 raisons. Voilà, pour 2 projets. Raconte-nous. Donc j'ai fait 2 semaines. Donc j'étais allé au Vanuatu, Tafea, pour 2 semaines. En premier lot 2 semaines à Ambrim. Mystique. Exactement, c'est le mot qui Ambrim, c'est réputé, oui. Donc je fais une dédicace à Stanley Nalo, un jeune étudiant calédonien qui est en France, qui a été un petit frère pour moi et qui dansait beaucoup avec moi avant qu'il parte. J'ai pensé beaucoup à lui. J'ai eu une petite inspiration au pied de ton volcan, de son volcan à Ambrim, et j'ai écrit un petit 16 pour lui. Et la 2e semaine, j'étais avec Hassan Khouloué, petite dédicace à toi, avec René Kaodj et puis Ludovic Wanessi, 3 jeunes de l'IFU, et dont moi le 4e, on a créé, moi j'étais seulement là pour aider, ils ont créé Calexpo. Voilà, c'était dans le cadre de Calexpo. Exactement. Alors Calexpo, qu'est-ce que c'est? Calexpo, Cal pour Kanaki, Calais pour Calédonie, Expo pour exposition, parce que c'était la culture kanak en exposition en terre vanuataise. Voilà, tout simplement. Et moi, j'étais là avec Hassan pour créer un événement et représenter un peu la culture kanak qu'il y a ici, là-bas. Et quand on dit kanak, on dit Calédonie. Culture calédonienne, c'est plusieurs ethnies. Culture tahitienne, wallisienne, indonésienne aussi. Voilà, indonésienne aussi. Donc voilà, toutes les cultures étaient représentées là-bas par les danses.
Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, il y a une association qui a été créée à cette occasion. Justement, pour nous aider à l'événement Calexpo. Pour fédérer justement toute cette culture calédonienne qui se trouve au Vanuatu. Oui. Cette association qui s'appelle l'Association des Calédoniens, Amis et Familles au Vanuatu. Voilà, exactement. Et on s'est rendu compte en créant petit à petit l'événement qu'on a beaucoup de liens avec le Vanuatu, vraiment beaucoup. Et il y a des générations de gens de Marais. Il y a des générations de Wallisiens. Il y a même un quartier qui porte le nom de Namboto Wallis, là-bas au Vanuatu. Marais, Ouvea, Lifu. J'ai trouvé des cousins, moi, que je ne connaissais pas là-bas. Ah oui. Donc c'est génial. Voilà. Et donc tout le monde vient intégrer. Tu me disais tout à l'heure qu'ils parlent tous, en fait, le Bishlamar. Une anecdote que tu m'as racontée. Oui, j'ai trouvé vraiment... J'ai trouvé une facette de... Je ne veux pas tomber dans un discours politique, hein, c'est juste que j'étais arrivé là avec mes préjugés à moi. Indépendance égale rejet, tout seul, voilà, rejet des autres ethnies. Et là, j'étais agréablement surpris de trouver justement des Wallisiens, des Kanaks, des anglophones, des Australiens, tout plein d'ethnies dans un pays indépendantiste. Et tout le monde parlait le Bishlama. Et j'ai découvert là-bas un premier ministre, un ancien premier ministre de Malikou, de Pentecôte. J'ai oublié son prénom, je m'excuse, mais c'est un ancien premier ministre du pays qui me disait que la langue française, c'est une aubaine, c'est un atout. Lui qui est indépendantiste, il me dit ça, que la langue française. Donc moi, tous ces voyages-là dans tout le Pacifique, ça m'a appris qu'on a des liens partout et que ça m'a bousculé mes préjugés, mes idées reçues. Voilà. Donc, ça m'a construit et inspiré un maximum. Donc encore une fois, c'est tous ces voyages dans la région Pacifique. Alors justement, tu retrouves des similitudes aussi qui te permettent, toi, de mieux te construire et de mieux connaître sur toi, ton identité, ta propre culture. Exactement. C'est magnifique. Voilà, c'est génial. Alors tu nous disais, on va finir là-dessus, tu nous disais tout à l'heure qu'au pied du volcan, tu as été inspiré par pour un texte de slam. Est-ce que tu peux nous le faire là en freestyle? D'accord, en freestyle, donc je remets un peu le contexte. Le petit chef de la tribu de Ombrim m'a approché et il m'a proposé de faire, bon lui il est vieux, il n'a pas fait le voyage avec nous, il m'a proposé d'aller visiter le volcan de Ombrim. Donc je l'ai fait avec quelques artistes qui étaient avec nous du Pacifique et mon chorégraphe Richard Digouille, donc je fais une dédicace. Donc sur le chemin du volcan, parce qu'il y a quand même 4 heures de route à pied pour y arriver au sommet. Et sur le chemin, j'ai une petite pensée pour mon élève Stanley Nalo. Donc j'ai écrit un petit texte pour lui. D'où une discussion que j'ai eue sur l'argent un peu avant de partir de la Calédonie. Donc je peux le faire? Vas-y, on t'écoute. Donc ça fait... Babylone, un atout. Franchement, mais attends, j'étais au Vanuatu, là, où elle était venue à tout, dépenser ses vatou, ma pensée c'est va-t'en, noir ou blanc, t'es un satan, si tu te poses la même question. Moi je viens du Kagou, pays du Noto, eux là-bas cadastré ça ronflou. Vanuatu, Jehu, Taoui c'est entre nous, laissez l'argent un coup. Oui la vie a un coût, mais surtout a un goût. Merci Taoui beaucoup, ça m'a rappelé l'Ifou, dédicace à Nalo, a.k.a. Natsu, et tout est zilo, acheté par des salauds, prix donné comme cadeau. La tienne, c'est ta tribu où j'ai fait trop d'abus. Je parle de cava, j'en ai bu à la louche, mais bon, ça va, même si je ne sens plus ma bouche. Voilà. Bravo, excellent. Excellent, super texte. Merci. Ouais, bien inspiré. C'est un très beau texte. T'as bu beaucoup de cava, Vanuatu? Oui, je ne bois pas de cava ici et arrivé là-bas pour les... Comme je me suis dit, comme j'ai une place importante dans ma tribu, ils l'ont su, merci Hassan, et à chaque coutume, ils ont le cava et ils m'ont imposé direct. Bon, je n'ai pas dit non. Hein, mais... Par respect aussi, voilà, des coutumes, tu as fait l'effort. Exactement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On pourrait parler encore des heures, mais évidemment, on n'a pas vraiment le temps, malheureusement. Tu es bien sûr bienvenue sur ce plateau une autre fois. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. Merci Simone. Chloé Oletti. On passe à l'agenda du jour avec Davina.
Salut Davina. Salut Chloé et salut à tous. Alors tu le sais, et nos amis à la maison aussi le savent, ces semaines spéciales sont l'occasion pour nous d'aller visiter un peu les autres pays et de voir en termes d'événements pour l'agenda en tout cas ce qu'eux ils proposent. D'accord. Donc en ce sens, aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener en Polynésie française et de parler donc du Eiva. Parce que là-bas, juillet rime toujours avec Eiva. Donc, c'est une célébration qui est vraiment le symbole de la culture polynésienne. Bon, aujourd'hui, on l'appelle Eiva, donc ça signifie fête en français, mais avant, elle ne s'appelait pas comme ça, cette fête. Elle s'appelait Tiurai, donc juillet, en polynésien, enfin en tahitien. Donc, ces festivités permettent à l'ensemble des ethnies qui composent Tahiti de découvrir ou de redécouvrir les traditions de ce pays, enfin, de cet archipel où ils habitent. Voilà. La plupart d'entre nous ici, on assimile plutôt le Eiva à un concours de danse et de chant, mais c'est pas que ça. Il y a aussi des activités sportives qui sont proposées, des reconstitutions historiques. Voilà, il y a plusieurs choses qui composent donc le Eiva. Ah, du coup, quels sont les sports proposés pour ce Eiva? Alors, il y a bien sûr parmi les compétitions sportives les fameuses courses de pirogue, donc voilà, qui sont très disputées et très demandées aussi. C'est l'occasion aussi pour ceux qui viennent pour voir de pouvoir notamment apprécier la fameuse V16, donc la pirogue double avec 16 rameurs, que tu ne vois pas forcément partout. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Oui, on voit plutôt la V12, enfin surtout ici, quoi. Ouais. D'autres sports aussi traditionnels polynésiens sont à l'honneur, à savoir donc le fameux concours de lancer de javelot. Donc ça, c'est assez particulier en fait. Il faut qu'il fasse tomber le coco qui est sur l'arbre. Ah oui, d'accord. Ils sont à une certaine distance avec des javelots, il faut qu'ils piquent et que le fruit tombe au pied de l'arbre. Ah oui, il faut être bien adroit, quoi. Voilà, mais tu sais, en fait, c'est toujours les deux mêmes îles qui remportent cette compétition, c'est toujours les Tuamotu et les Marquises. Ah. Apparemment, c'est eux les plus doués pour cette épreuve. Il y a aussi parmi les épreuves un peu spéciales dont j'avais envie de parler aujourd'hui, les porteurs de fruits. Là aussi, c'est une autre compétition. En fait, les coureurs doivent porter entre 30 et 50 kilos de fruits sur leur tête. Ah oui, c'est pas rien. Voilà, sur une distance de quand même plus de 2 km. T'imagines, et là, ça, c'est pas pour nous. Oui, on va laisser ça à ceux qui ont le gabarit pour. Et puis, autre petite compétition, c'est le lever de pierre. Donc ça, c'est très, très apprécié du public là-bas. Mais bon, faut avoir aussi là une certaine corpulence pour pouvoir lever ces pierres qui font quand même entre 80 et 100 kilos, rien que ça. Donc je sais qu'à l'époque, ils ont utilisé la pierre de Monoï pour rendre un peu la chose un peu plus difficile. Bon, au niveau du porté, ça faisait moins mal, c'est sûr, puisque la pierre, elle roule, enfin, elle glissait. Oui. Mais bon, pour la transporter, c'est un peu compliqué. Ah, oui, voilà. Bon, c'est pas le premier forcément qui arrive qui gagne. Là est la chose. Eh bien, il y a plusieurs critères en fait qui rentrent en jeu pour pouvoir déterminer un gagnant. Ah, ils sont jugés sur d'autres critères. Alors. Oui, déjà, au bout de 3 essais, tu ne peux plus participer, tu es éliminé d'office. Donc, si tu n'arrives pas à mettre la pierre sur ton dos, déjà, ce n'est pas la peine. Tu es éliminé au bout du 3e essai. Puis après, ils vont aussi regarder la facilité avec laquelle tu te déplaces, comment tu tiens ta pierre, etc. D'accord. Et là, apparemment, c'est les gens de l'île de Rurutu qui, tous les ans, gagnent ce concours. Apparemment, ils sont faits pour ça. Ils sont costauds. C'est un peu comme des Obélix version Pacifique. C'est ça, on va dire. Le concours d'Obélix. Merci Davina. Alors, on reviendra ensemble dans le Pacifique demain. Pour le moment, donc, on reste dans le Pacifique, mais on revient au pays. Oui, c'est ça, on revient chez nous et on va s'intéresser donc aux permanences juridiques gratuites en province Nord pour cette semaine. Alors, il n'y a qu'une seule permanence qui est prévue. Elle concerne la commune de Koumak pour le mercredi 4 février de 13h à 17h au centre mère-enfant. Donc, si vous avez besoin de renseignements, je vous donne le numéro de la juriste, le 86 05 92. Je voulais préciser aussi qu'en plus d'être gratuites, ces permanences sont sans rendez-vous. Donc, il n'y a pas de raison de s'en priver si on en a besoin. D'accord, très bien. Ensuite, on s'intéresse donc aux différentes informations à donner aux parents d'élèves qui se trouvent donc aux îles Loyauté, donc pour les aider à mieux préparer la rentrée qui arrive à grands pas. C'est ça, avec ce communiqué qui émane de la direction de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle et de l'emploi de la province des îles Loyauté qui informe de plusieurs choses importantes, notamment que les attestations de bourse 2015 pour le primaire et le second
secondaires ainsi que les réquisitions de transport pour les lycéens peuvent être retirées, et ce déjà depuis le 22 janvier. Donc si vous êtes à Lifou, il faudra aller du côté des locaux de la direction, à Oué. Si vous êtes à Marais, là il faudra aller à La Roche, à l'antenne de la direction. Et si vous êtes sur UVA, eh bien, il y a une antenne à votre disposition à Ouadrilla. Donc concernant les réquisitions de transport, il faudra, pour ceux qui veulent en retirer une, eh bien, il faudra notamment se munir du numéro de réservation ou de la réservation B-Ticho, ainsi que d'une attestation d'inscription. Pour les étudiants universitaires et pour ceux qui sont inscrits en classe de BTS, eh bien, ils peuvent également retirer donc, ces fameuses réquisitions de transport. Mais par contre, il faudra qu'ils viennent avec une convocation pour la rentrée, tout simplement pour justifier qu'ils vont aller à l'école sur telle ou telle commune. Voilà. D'accord, très bien. J'espère que vous avez bien tout noté, chers parents. Merci beaucoup, Davina. On se retrouve dès demain. Oui, c'est ça. Merci à toi, Chloé, et à demain, tout le monde. Quant à nous, on passe à la chronique C'est Sport. Et je reçois aujourd'hui Monsieur Stanley Cazer, qui est donc le président du comité régional de boxe. Bonjour Monsieur Cazer. Bonjour Chloé. Alors première question, la boxe calédonienne connaît actuellement un regain de popularité avec l'organisation donc, de plusieurs tournois, de plusieurs combats internationaux. Dernièrement, c'était donc la finale du championnat de France qui opposait donc le Calédonien Nicolas Dion au métropolitain Sami Hanouch. Est-ce que la Calédonie est en train de redevenir en fait le ring international du Pacifique qu'elle était dans les années 80 ? Dire qu'on redevient le ring international du Pacifique, je pense que c'est un peu exagéré. Mais je dirais qu'on est sorti du creux de la vague que nous avons connu il y a une vingtaine d'années. Et que la boxe est en train de redevenir un sport populaire. D'accord. Alors combien il y a de clubs actuellement au pays et combien de licenciés ? Alors en 2014, nous avions 6 clubs affiliés et 148 licenciés. D'accord. Donc des chiffres qui sont en augmentation. L'an dernier, donc, un combat international devait se dérouler sur l'île de Marais. Il a malheureusement été annulé pour diverses raisons. Premièrement, pourquoi avoir choisi l'île de Marais pour ce combat ? Alors l'île de Marais, pourquoi ? Parce que Marais nous a toujours fourni de bons boxeurs au territoire. Et lorsqu'on parle de boxe à Marais, je veux dire les cœurs vibrent. Donc avec le président de la commission des sports du Congrès et qui est également président de la commission des sports de la province des îles, Louis Cotra-Urégué, nous souhaitions faire un gala de boxe justement pour remercier les gens de Marais. D'accord. Donc pour diverses raisons, malheureusement, ça ne s'est pas fait. La boxe, comme vous le disiez, est quelque chose, un sport très apprécié à Marais. C'est d'ailleurs même intégré cette année, à partir de cette année, au programme scolaire. Oui, tout à fait. À partir de cette année, les 3 collèges de Marais vont intégrer la boxe. Donc c'est une bonne chose, surtout pour le développement de cette discipline sur Marais. Par contre, ce n'est pas nouveau à l'échelle du territoire, parce que ça fait déjà 3 ans que ça existe. Oui, tout à fait. Le collège de Rivière-Salée, qui est les premiers à intégrer la boxe. Ça a été suivi par d'autres collèges de la Grande Terre. Maintenant, on voit que ça se développe sur Marais. On souhaiterait également que la province Nord veuille bien intégrer la boxe, parce qu'il y a eu de très bons boxeurs aussi qui sont venus de diverses régions de province Nord, dont Charles Baou. D'accord. Alors, la boxe calédonienne retrouve donc une nouvelle jeunesse, c'est indéniable. Est-ce que c'est justement l'apparition d'une nouvelle génération de boxeurs qui favorise le développement de la discipline ? Je pense que cela est dû effectivement à l'apparition d'une nouvelle génération de boxeurs, mais également à l'apparition d'une nouvelle génération de cadres qui ont su vraiment apporter un dynamisme et un souffle nouveau à la boxe. D'accord. D'accord, donc une nouvelle génération dont fait partie Luc Emma. Luc Emma qui est donc un boxeur calédonien qui n'est plus à présenter. Si ce n'est de rappeler quand même que l'an dernier, pendant les tournois internationaux, ses victoires face aux Néo-Zélandais ont confirmé qu'il était donc une des valeurs de la boxe calédonienne. Rencontre avec Luc Emma. Ça va faire à peu près 5 ans que je fais des compétitions. Mais sinon, ça va faire environ 7 ans que j'ai commencé la boxe. 2 ans de préparation avant de commencer la compète. Actuellement, je suis dans le BCMD, Boxing Club Mont d'Or. Pour l'instant, on s'entraîne à la Stormy Sport de Lansvata parce qu'on n'a pas encore la salle prévue.
qui est au Mont d'Or. Et vu qu'à Lons-Vata, on a tous les équipements pour pouvoir bien s'entraîner et progresser, donc pour l'instant on reste là-bas. Et on est à peu près une vingtaine de licenciés dans le club, avec un professionnel, Afif Belgesham, qui vient tout droit d'arriver de Métropole. Et on a nos 2 entraîneurs, qui sont aussi les entraîneurs de la sélection, Jean-Paul Le Tézer et Kiki Tchekitou. Moi j'arrive de Métropole, j'ai commencé la boxe en amateur à 21 ans, je suis passé pro vers 26 ans. J'ai un total de 27 combats, 20 victoires, 1 nul, 6 défaites. J'étais champion de France, champion de l'Union européenne et vice-champion d'Europe. L'expérience des autres, elle est extrêmement bénéfique, surtout dans un sport comme la boxe, où c'est un sport individuel et on est souvent confronté à être seul et à se poser beaucoup de questions. J'apporte déjà mes conseils et puis aussi une aide qui me paraît importante parce que j'ai vu le changement déjà. La boxe, c'est l'école de la vie et c'est la transmission des valeurs. La Nouvelle-Calédonie, c'est un pays de boxe, les gens ils aiment la boxe. Vu qu'il y a une compétition, on s'entraîne 6 jours sur 7. On commence à 18 h et 20 h, ça y est, on a fini. Les semaines, elles sont variées. Il y a, par exemple, le lundi, on va travailler plus du physique. On va aller faire des tours de piste, on va travailler le cardio. Ensuite, le mardi, on va travailler sur des thèmes. Et le mercredi, on va appliquer ce qu'on a vu le mardi et le mettre en pratique en faisant des tests libres, c'est-à-dire des tests match, des séances de sparring partner entre nous. Et après le jeudi, ça recommence jusqu'à samedi. Et le dimanche, repos. Un match de boxe amateur, il se déroule en 3 rounds. 3 rounds de 3 minutes. Comme équipement, pour ceux qui ont moins de 10 combats, un casque, des bandes, les gants, c'est des gants de 10, une coquille et des bardeurs et shorts, avec les chaussures appropriées. Bien avant le combat, on définit dans quelle catégorie on va boxer. Par exemple, moi, je boxe dans la catégorie des 75 kg. Donc il faut que le jour J, le matin, je sois à 75 kg, pile poil. Chaque boxeur a son petit rituel. Hein. Moi, j'ai l'habitude, par exemple, avant un combat, la veille, de bien me reposer. Même si je peux être tout seul la veille d'un combat, ben, je reste tout seul, je préfère, pour pouvoir déjà être dans mon combat. Venir 1 heure avant le combat, déjà prendre l'ambiance de la foule, de la salle. Et moi, j'ai ma petite musique, je reste dans mon petit coin, je me concentre déjà. J'observe comment je vais appréhender le combat, quelle tactique je vais appliquer. L'objectif, c'est de toucher son adversaire sans se faire toucher et de marquer le plus de points possible. Une touche, c'est un coup de poing. Il faut qu'il soit situé au-dessus de la ceinture. Ça peut être sur le corps ou sur la face. Les parties de derrière sont interdites. Et voilà, le but, c'est de toucher. Il faut que les touches soient appuyées, nettes, précises, pour que les juges qui sont situés autour du ring peuvent pointer eux. Une touche est égale à 1 point. Et au final du round et du combat, c'est celui qui a le plus de points qui a gagné le match. Mon père a été boxeur, oui. Il a fait quelques combats, mais après, il a dû s'arrêter pour raisons personnelles. Mais ouais, j'aimais aussi mes 2 oncles aussi, c'est un peu grâce à eux que je suis dans ce sport. Sinito et Sosefo Maillet, qui sont mes 2 oncles maternels. Donc c'est un peu grâce à eux. Je me rappelle quand j'étais petit, je regardais leurs cassettes. Quand ils boxaient, ben, nous aussi, on voulait faire pareil quand on était petits. On nous achetait des gants, on était là, on boxait entre nous, entre cousins.
Et puis là, ça m'a permis de me lancer dedans. Donc là, je suis dedans maintenant et c'est un peu grâce à eux aussi. Voilà, donc Lukema, une des valeurs de la boxe calédonienne. Vous connaissez Lukema? Oui, je connais bien Lukema. Est-ce qu'il a les capacités, selon vous, de pouvoir suivre le même chemin, par exemple, que Nicolas Dion? Oui, je pense qu'il a tout à fait les capacités de suivre la voie tracée par Nicolas. Alors, est-ce qu'il y a un vrai écart entre le monde professionnel et le niveau amateur en boxe? À l'échelle du territoire, je dirais que l'écart n'est pas si grand que ça. Nos boxeurs ont largement les capacités de franchir le pas et de passer professionnel. Et je les encourage d'ailleurs à tenter l'aventure. Les Calédoniens hésitent en général à passer le pas? Les Calédoniens hésitent, ils ont tendance à vouloir rester trop longtemps dans la boxe amateur. Et quand ils décident à franchir le pas, ils ont déjà un certain âge. Et en général, c'est trop tard. D'accord, ouais, qu'est-ce que c'est un complexe d'infériorité en fait, de ne pas se dire je peux devenir professionnel? On va dire que c'est un peu ça, les gens se sous-estiment ici, alors qu'on voit le niveau des boxeurs professionnels qui viennent de l'étranger, c'est pas des surhommes. Hein. Ouais, donc il y a carrément moyen d'atteindre le même niveau. Ah, tout à fait. Moi, je souhaite voir plus de Calédoniens devenir professionnel. professionnel. Alors justement, avant qu'ils deviennent professionnels, je pense que Lukema va d'abord disputer ces derniers Jeux du Pacifique, donc ce sera cette année en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc c'est la prochaine échéance de la section calédonienne de boxe, un rendez-vous donc que les joueurs préparent activement. Comment ça se passe la préparation de ce genre de compétition? Alors la préparation, elle a déjà bien commencé depuis un certain temps. C'est une préparation quotidienne. Les entraînements ont lieu tous les jours, voire le samedi matin, si besoin. De 18h à 20h, 2 heures par jour. Des mises de gants, du travail au sac, de la corde, enfin tout l'entraînement d'un boxeur. Et en plus des combats assez réguliers. On voudrait en faire plus. Malheureusement, c'est le coût qui nous freine. Mais rien que pour l'année 2014, certains boxeurs ont réussi à faire 8 combats internationaux, ce qui est quand même vraiment très bien pour l'échelle du pays. Donc cette année, il faut savoir que les Jeux sont avancés, sont au mois de juillet. Les garçons n'ont pas beaucoup de temps pour se préparer, mais malgré tout, ils devraient avoir 4 rencontres internationales pour justement une bonne mise en gant. Et il y a aussi une préparation mentale à ce genre de compétition. Ah, tout à fait, oui. C'est important le mental aussi c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alors, où se situe la Calédonie dans le Pacifique, dans la région Pacifique? Quel est le niveau de la Calédonie? Je dirais que la Calédonie, à l'heure actuelle, est un peu derrière Tahiti. Mis à part, on ne prend pas en compte l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont les deux grosses nations, mais qui ont aussi l'Australie qui a 20 millions d'habitants, donc je ne pense pas qu'on peut se comparer. Proportionnellement à la population. Mais à l'heure actuelle, je dirais que Tahiti est légèrement devant nous. Et ensuite, la Calédonie est là, ex aequo, avec d'autres grandes nations comme les Samoa, qui ne sont pas à prendre à la légère non plus. D'accord. Alors là, pour les Jeux en Papouasie cette année, quelles seront les ambitions de la sélection calédonienne? Alors la sélection calédonienne voudra faire déjà, si possible, aussi bien qu'en 2011 chez nous à Nouméa. On sait que la tâche ne va pas être facile parce que les Papous qui préparent leurs jeux à domicile ont aussi vraiment déployé les moyens pour préparer leurs boxeurs. Ils sont toujours présents, les Papous, dans les petites catégories, mais là, on s'attend à ce qu'ils soient présents dans toutes les catégories. Ils ont exilé leurs boxeurs à l'étranger pour les préparer. Ils ont vraiment débloqué une enveloppe considérable pour leurs boxeurs. Les petites catégories, c'est là où pêche la sélection calédonienne? C'est vrai que c'est là où pêche la sélection calédonienne. On a du mal à trouver des petits gabarits, des moins de 60 kilos. C'est dur. C'est peut-être l'occasion aussi justement de passer un message, de se dire que c'est pas parce qu'on est tout fin et qu'on pèse 50 kilos à peine qu'on ne peut pas justement faire de la boxe. Tout à fait. La boxe, c'est 10 catégories. Ça va de 52 kilos à plus de 91 kilos. Il faut savoir, quand on fait 52 kilos, on aura un adversaire en face qui fera 52 kilos. Donc, de toute façon. Donc ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour tout le monde. D'accord, très bien. Stanley Gazer, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci Chloé. Et nous, on rejoint Marie-Hélène pour Job et Éducation.
Bonjour Marie-Hélène. Alors on s'intéresse aujourd'hui à une activité qui s'est déroulée dans un centre de vacances dans le Nord. C'était du côté de Yingen. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'on fait d'original les jeunes là-bas? Oui, bien sûr Chloé, bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bon, super. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs. Alors du côté de Yingen, les jeunes, ils avaient donc pour mission, en centre de vacances, donc de construire un radeau, Chloé. Et pas n'importe quel radeau, il fallait construire donc un radeau en bambou. Donc tu imagines un petit peu la responsabilité qu'ils avaient tout de même. Ouais. Voilà. Et puis surtout, on sait que ce type de moyen de locomotion, en fait, s'utilise encore de nos jours, bon, par peu de personnes, mais tout de même, ça se fait encore. C'est vrai que c'est depuis longtemps un moyen utilisé donc, oui. Par beaucoup de peuples pour découvrir et traverser le Pacifique, par exemple. Et puis, bon, c'est toujours intéressant de transmettre ces connaissances donc, aux jeunes. Eh bien oui, bien sûr, puisque grâce à ce type justement d'activité, les jeunes, ils ont donc bien évidemment découvert, si tu veux, qu'on peut construire un objet pour pouvoir s'amuser donc en plein air. Et tout cela, bien évidemment, en passant inaperçu justement lorsqu'on est justement dans la nature. Qu'est-ce que tu veux dire par passer inaperçu? En fait, c'est pour préciser, si tu veux, que l'objet en question, il ne va faire aucun bruit. Donc les jeunes, ils vont pouvoir, si tu veux, s'amuser, découvrir justement l'endroit où ils se trouvent en toute tranquillité, en tout cas sans déranger, on va dire, les oiseaux, puis les habitants, entre guillemets, de la zone. D'accord, c'est vrai que de cette façon, les jeunes sont aussi sensibilisés à la protection de la préservation de l'environnement et puis aux sorties nature qui leur permettent donc d'observer, comme tu disais, la faune et la flore de leur environnement. Tout à fait. Et puis, tu sais, ce qui est bien, c'est peut-être qu'à l'avenir, on aura peut-être la chance de louer des radeaux en bambou pour à notre tour remonter des rivières, longer les berges et puis découvrir la biodiversité calédonienne. Qui sait, peut-être que ça se produira un jour. Et puis peut-être que même les jeunes qui ont participé à la construction de ce radeau, lorsqu'ils seront plus grands, en âge donc de faire des constructions tout seuls, ils nous proposeront peut-être ce type d'excursion, on va savoir. C'est vrai qu'il faut reconnaître que les activités qui sont proposées dans les centres de vacances, en général, sont des activités qui peuvent leur servir justement plus tard. Eh bien oui, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'en centre de vacances, on apprend énormément de choses, mais c'est surtout un espace en fait éducatif au même titre que la famille et l'école. Et alors les activités du centre de vacances sont donc conçues pour que nos enfants se construisent en tant qu'individus, mais aussi ils apprennent donc à vivre en groupe, à se sociabiliser. Exactement. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite en fait, mais à long terme, l'objectif il est là. Et si tu veux, l'adulte, donc le parent qui va choisir d'inscrire son enfant en centre de vacances, il faut qu'il ait en tout cas à l'esprit l'idée qu'il lui donne en fait, il donne à son enfant en tout cas les clés pour favoriser, si tu veux, son épanouissement personnel. Il lui permettra aussi d'apprendre aussi la notion de responsabilité. Et puis, il faut savoir que être en centre de vacances et participer à des activités permet également, donc favorise en tout cas l'expression de soi et puis l'ouverture vers les autres, comme tu le disais, la sociabilisation. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller donc aux parents qui sont tentés donc de faire vivre cette expérience à leurs enfants? Parce que ça ne doit pas être évident quand même de faire un choix parmi tout ce qui est proposé. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses depuis ces dernières années. Donc il faut, j'ai envie de dire, regarder déjà si le centre de vacances propose ou pas un hébergement. Ça, c'est déjà un premier critère qui vous permettra donc de faire un choix. Donc avec hébergement, on sait que son enfant va partir donc pendant une semaine et donc on le reverra. Il reste dormir sur place. Exactement, on ne le reverra pas au bout d'une semaine. Donc il faut être prêt aussi à vivre ça. Lorsqu'il s'agit donc d'un centre de vacances sans hébergement, l'enfant donc part passer la journée en centre de vacances, mais il rentre tous les soirs à la maison. Donc c'est peut-être plus rassurant aussi pour certains parents. Ensuite, il y a bien évidemment le critère de l'âge. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça dépend de l'âge aussi. On ne va pas forcément laisser dormir son enfant en centre de vacances s'il est plus jeune. Ça ne se fait pas forcément, puis c'est peut-être pas même les mêmes règles de sécurité aussi pour les enfants en bas âge et puis les enfants. Oui, tout à fait, c'est vrai. Donc c'est vrai que le parent va observer ça également, puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même des centres de vacances qui sont proposés dès l'âge de 4 ans jusqu'à 18 ans, voire plus parfois pour ceux qui veulent participer à des camps de vacances ou à des camps de scouts. Donc en général, pour les camps de vacances et camps de scouts, les jeunes, ils ont entre 14 et 18 ans. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et donc là, nous sommes allés à Yingen, c'est ça, pour un centre de vacances qui...
Eh bien oui, c'est ça. Aurélie Chiron donc s'est D'accord. rendue du côté de Yengen. Donc pour nous, on va donc être avec les enfants, on va découvrir justement cette activité culturelle et puis également, si tu veux, être avec eux à leur côté lors de la construction qu'ils ont réalisée donc en pleine nature. C'est de suite. Le radeau fidjien, il est très grand. Tu peux aménager pour faire une petite chambre ou installer des tables dessus, ou tu peux même installer un coin-feu. Alors que nous, on a toujours vu les radeaux bambou simples, attachés, et puis voilà, tu rames, quoi. Nous, notre thème à nous, c'est la pleine nature. Et puis, ben voilà, il faut des fois apprendre aux enfants à exploiter la nature, à exploiter tout le matériel. La matière première qu'on a chez nous. Donc on va d'abord prendre des bois, un là et un là-bas. Puis après on pose les bambous les uns après les autres pour faire un plancher complet. C'est bon? On a toujours organisé soit des balades en voiture, soit des balades à cheval. On n'exploite pas les embarcations comme les radeaux et les pirogues que nos vieux, ils avaient que ça comme bateau avant. Hein. Comme on a vu le radeau fidjien sur Internet, on s'est dit que c'est joli et tu peux monter à plusieurs dessus. On s'est dit qu'on va essayer. C'est un petit délire, quoi. C'est un radeau de type fidjien, mais comme on n'est pas fidjien, c'est à peu près, quoi. C'est des grands radeaux qui se servaient pour descendre la rivière, pour aller jusqu'à la capitale. Ils chargeaient les vivres, tout. Mais c'est bien plus grand que cela, avec un plancher puis une cabane dessus. On utilise la matière que les Fidjiens ils utilisent, comme tout le monde, comme quand on dit radeau, on pense au bambou. Les bambous, on a beaucoup de sortes de bambous. Nous, on utilise le bambou simple, pas les gros diamètres, pas les tout petits, mais les simples qui poussent partout au bord des rivières. Alors qu'à Fidji, ils utilisent le bambou qu'on fait de la percussion avec. C'est peut-être plus léger, mais ici à la tribu où il y a le camp de vacances, on n'en a pas. On a mis une semaine pour couper les bambous, les nettoyer, couper les bambous avec les enfants, avec les couteaux, avec la tronçonneuse, entre plein de bambous qui coupent. C'était le travail le plus dur. Alors, on a eu le groupe de jeunes de la tribu qui nous a aidés. Il faut 2 ou 3 pour attacher là, parce qu'il y a beaucoup à attacher. Les radeaux qu'on a l'habitude de voir ici, c'est des bambous qui sont alignés, attachés avec 2 bois devant, 2 à l'arrière, on attache comme ça. Alors que celui-là, il est en forme de bateau et pointu un peu à l'avant. En fait, c'est des fagots. C'est pas des bambous étalés et raccordés avec les ficelles. C'est des fagots de bambou. Faites 2 tours. Voilà, repasse, voilà. Passe derrière, de l'autre côté. Oui, vas-y. On peut faire beaucoup. En fait, on a 3 planchers. On a les fagots en dessous. Puis après, on a des bois de travers. Puis après, on a encore des bambous au-dessus. Et puis là, ils vont mettre le plancher par-dessus. Ça fait que c'est comme un bateau où tu es assis sur le plancher, tu as les pieds sur les bambous, les fagots. Vas-y, explique, Yéyé. Oui, mais tu peux expliquer. Oui, on est en train de monter le plancher pour faire les gosses vont être dessus pour descendre la rivière, quoi. Ça fera qu'ils seront bien installés, quoi. Ça sera sécurité. Et normalement, dessus, il y a une petite cabane à 2 pans, quoi. Là, on n'a fait qu'un. On a essayé. Et là, on va l'essayer dans la descente de la Nigen. Parce qu'au mois d'avril, on prévoit de faire la descente de la Diaote. L'idéal, ça serait qu'on puisse descendre avec le courant, quoi. Là, ça serait, t'as vu comment il part le courant là. Avec le radeau, on pourrait l'emmener parce que là, on est loin du village. Les enfants, ils sont très contents parce que, en fait, déjà, c'est une activité qui se fait dans l'eau. Tu as les pieds dans l'eau depuis le premier jour. Alors, tous les jours, ils ont leur surveillant de baignade qui les accompagne. Ils ramènent les bambous à l'endroit où il faut les rassembler, les attacher.
Et ils sont tout le temps dans l'eau, ils attachent tout dans l'eau, ils font tout dans l'eau, quoi. Non, c'est super, ils sont contents. Là, on fait une tentative d'essai pour voir ce que ça va donner au niveau flottabilité. Juste là pour essayer là avant d'attaquer, quoi. Il n'est pas fini, on a encore des bambous à mettre pour colmater. Voilà, le cadre est magnifique en tout cas. Et puis donc grâce à cette activité, les jeunes ont pu découvrir ou redécouvrir un aspect des traditions, de leur patrimoine. Oui, exactement, c'est clair. Et puis construire tous ensemble comme ça un objet d'une telle envergure, on va dire ça comme ça, c'est aussi apprendre aussi à travailler en équipe et puis prendre conscience aussi de la notion de temps. Lorsqu'on construit quelque chose, ça peut prendre plus ou moins du temps. Il faut penser son projet également pour ensuite le mettre en œuvre. Et puis c'est également l'occasion de penser aussi à une petite notion de sécurité, puisque voilà, on va quand même partir pour naviguer voilà, quelques heures sur l'eau. Donc il faut aussi que l'embarcation, elle garantisse en tout cas la sécurité. C'est vrai que là, quand on voit les enfants sur le radeau, ça donne envie de se laisser couler au fil de l'eau, de se laisser flotter, remonter donc le cours de la rivière avec un guide, par exemple, et puis en découvrant des espaces magnifiques comme on vient de le voir. Et oui, et puis tu sais, je pense que sans le savoir, voilà, les jeunes, il faut un petit peu d'écotourisme, du tourisme vert en quelque sorte. Donc ça aussi, c'est une bonne chose, ça serait génial qu'on puisse, comme tu dis, voilà, faire des balades ici au pays, pourquoi pas, sur un petit radeau et tout ça. Tu sais qu'en faisant mes petites recherches justement sur les radeaux existants un petit peu ailleurs, j'ai découvert qu'en Suède, ça fait partie d'une de leurs traditions. Voilà, ils naviguent aussi en radeau là-bas. Suède, oui. En Suède, c'est étonnant. Je suis d'accord, mais ça se fait. Et ils proposent même en fait des excursions donc en radeau. Voilà, ça se passe donc du côté de l'ouest en fait du pays, plus proche de la Norvège. Alors l'objectif, si tu veux, c'est en fait de louer un radeau. On le construit soi-même et après on part donc en excursion, en balade pour visiter justement une zone déterminée, à la découverte de la biodiversité du coin. Et ce qui est sympa, c'est que les voyageurs, en fait, ils sont assistés dans leurs préparatifs, voilà, par les équipes de la société, on va dire, qui louent ces radeaux, quoi. D'accord. Et c'est une expérience qu'ils vivent quelques heures et ensuite ils rentrent chez eux En fait, pas vraiment. Ça dure carrément plusieurs jours. Ça peut aller jusqu'à 8 jours, en fonction du périple qu'on choisit, puisqu'il y a deux options. Soit on part pour un petit séjour, un parcours de 50 km ou de 100 km, donc ça dépend, voilà. Mais voilà, tu vois, donc c'est des gros radeaux Les radeaux sont assez imposants puisque, pour te donner une petite idée de la superficie, et vous aussi, vous donnez une petite idée, le radeau, il peut faire entre 8 et 18 mètres carrés. Donc, tu vois, c'est quand même déjà une structure assez importante. On peut donc s'y reposer, on peut préparer ses repas aussi sur le radeau, on peut faire quoi d'autre encore, s'y abriter si toutefois il y a une petite averse. En fait, il y a quand même une petite tente, tu sais, qui est une toile plutôt qui est installée comme une tente, qui permet donc un petit abri. Et puis à l'arrière, il y a donc les coffres, voilà, qui contiennent les affaires, les produits, plutôt les produits alimentaires pour se faire à manger. Et puis si on a un permis de pêche, on peut également donc pêcher dans la rivière. C'est sympa. Et tout ça sympa. En toute sécurité. Eh bien oui, en toute sécurité, Chloé. Donc après, les voyageurs, ils peuvent être entre 2 et 6 personnes. Voilà, tout est pensé en tout cas pour que le périple se déroule au mieux. Et puis sur le parcours, ils s'arrêtent en fait de village en village. Et après, ils arrivent au point d'arrivée, si tu veux. Ils démonteront donc le radeau et puis ils rendront les effets à la société qui loue les radeaux, quoi. C'est sympa. C'est une bonne idée. Je trouve aussi. Peut-être un créneau touristique à développer ici au pays. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, un message est lancé par Chloé, qui sait. Voilà, on a un beau pays voilà, qui domine quand même notre espace, en tant qu'à faire. Petit tourisme vert en radeau, moi je suis pour. Pourquoi pas. Alors avant de nous quitter, on va faire un petit point sur les formations, puisque si vous étudiez en métropole et que vous souhaitez donc vous souhaitez étudier en métropole et que vous souhaitez être hébergé dans une chambre universitaire, c'est maintenant l'heure des inscriptions. Exactement. Oui, c'est
ça. En fait, la formation, donc, elle est donc en ligne sur le site de la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Donc, il faut savoir que la campagne Crous, elle a commencé. Le Crous étant en fait la structure qui s'occupe de tout ce qui est hébergement en fait pour les étudiants. Donc, elle a commencé depuis le 15 janvier. Donc, il faut que vous constituiez votre dossier en fait, sans plus attendre, pour tout ce qui est demande et renouvellement donc de bourse d'études. Et puis également pour vos demandes, bien évidemment, de logement pour l'anniversaire 2015-2016, Chloé. D'accord. Et les demandes se font sur Internet? Oui, exactement. Il faut remplir donc son dossier via Internet. Donc pour cela, il faut se connecter au portail donc de la vie étudiante du Crous via leur site, dont je vous donne l'adresse www.portail-vie-étudiante.fr. Et puis une formation pour devenir accompagnateur de sortie pédestre est lancée. Oui, alors après le Nord, on avait fait d'ailleurs un reportage pour montrer la formation qui se déroulait donc en province Nord. Et ben c'est au tour donc de la province Sud de proposer donc une formation pour 10 personnes. Chloé, l'objectif c'est donc en fait d'accompagner donc les visiteurs sur les futurs sentiers donc de randonnée pour découvrir en fait la biodiversité calédonienne. D'accord. Il faut avoir un profil particulier? Je te dirais qu'il faut avoir une bonne condition physique, parce qu'on va être amené quand même à marcher. Voilà, crapahuter pendant plusieurs heures. Il faut bien évidemment aimer le relationnel, avoir un bon relationnel, et puis bien évidemment avoir un niveau scolaire, niveau 3e, donc niveau BEPC. D'accord. Est-ce que les futurs stagiaires seront pris en charge? Alors oui, au niveau de l'hébergement et des repas, ils sont pris en charge. Ensuite, il faut savoir que la formation va durer 6 mois, qu'elle va se dérouler du côté de Bourail, mais aussi sur tout le territoire. Et puis pour tout renseignement complémentaire, il faut s'adresser à la DFE, la DFE étant la direction donc, de l'économie, de la formation et de l'emploi, et rencontrer donc un conseiller à l'emploi. D'accord. Tu as un numéro de téléphone à nous transmettre? Bien sûr. Alors pour joindre la DFE, il faut donc composer le 23 28 30, et puis vous demanderez Anne Emon à Juniop. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Marie-Hélène. À bientôt, Chloé. Bonne journée. Au revoir. Quant à nous, on passe au Fin Bon, c'est tout de suite. Aujourd'hui, pour notre Fin Bon, nous allons découvrir ou redécouvrir un plat tahitien. Je parle bien sûr de la salade tahitienne qui est appréciée et bien connue de tous les Calédoniens. En cette période de chaleur, c'est un plat à envisager. À base donc de poisson cru et de lait de coco, la recette, c'est tout de suite. Bonjour, je m'appelle Basile Gracella, je suis chef de parti à Konyambo. Aujourd'hui, je vais présenter une salade tahitienne. Les ingrédients, on a le thon, l'oignon, le persil, du citron, des carottes, des concombres et le lait de coco. Là, on va commencer par le thon. On va tailler le thon. Ensuite, avec du citron pour pouvoir mariner le poisson. Le citron, c'est pour cuire le poisson. Après avoir pressé le jus du citron, je marine le poisson dans le jus de citron. Je vais éplucher la carotte. Je prends l'économe. Ensuite, je prends la râpe pour râper la carotte.
Là, je vais tailler le concombre en prunoise, grossièrement. Là, je vais éplucher l'oignon et couper aussi en ciselé. Voilà, j'ai terminé avec les oignons. Là, je vais prendre les oignons verts et ciseler les oignons verts. J'ai terminé avec les oignons verts. Là, les persils pour hacher. Là, j'ai terminé avec les persils. Là, je vais prendre un cul de poule pour la salade avec des gants. Et je vais prendre le poisson. Je vais presser le poisson du jus pour prendre le poisson. Là, le poisson est cuit dans le citron. Là, c'est bon. Là, je vais commencer à mélanger les ingrédients avec le poisson, c'est-à-dire persil, concombre, carottes, oignons, oignons verts, et ensuite salé poivré. Je mélange avant de mettre le lait de coco. Ok. Je vide le lait de coco. Faut bien laisser macérer ensuite 2 minutes.
Là, nous avons la salade tahitienne sortie du frigo, restée marinée pendant 2 heures. Là, on va passer au dressage. Pour le dressage, il faut ces ingrédients pour la déco. Tomate, un citron, 2 feuilles de salade, des oignons verts ciselés et du persil, des branches de persil. On commence par la déco. On fait un fond avec les 2 feuilles de salade. Ensuite, on prend la salade. On termine par la déco. Pour la déco, il faut tailler le citron en demi-rondelles. On va décorer l'assiette avec les demi-rondelles de citron. Ensuite, la tomate, on le coupe en demi-rondelles aussi. Et puis la déco. Quelques branches de persil. Et je le taille les branches. Juste pour avoir une bouquet. Et je le mets au milieu de la salade. Notre salade est prête. Une salade tahitienne. Bonjour Camille, alors pour cette seconde semaine consacrée au Pacifique, tu vas nous parler des Australiens, c'est ça? Oui, bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors on va parler des Australiens, pourquoi? Parce qu'ils sont bel et bien sur le Caillou et à plusieurs niveaux. Il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie avec l'Australie entretient des relations de près de 70 ans. 70 ans seulement? Je suis sûre qu'on peut remonter encore plus loin. Alors, tu veux que je remonte le temps? Eh ben, on va remonter le temps, disons 1774, quand James Cook découvre la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu sais pourquoi le Caillou, eh bien, n'est pas une terre anglaise? Aucune idée. Eh bien, tout simplement parce que Londres, à l'époque, n'en voyait pas l'intérêt. Oh bah sympa. Voilà, très sympa. Il venait d'avoir le Canada, les Indes, l'Australie et une terre comme la Nouvelle-Calédonie. Finalement, ça ne les intéressait pas. Du coup, eh bien, le 24 septembre 1853, quand la France prend possession de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, les Anglais n'en tiennent pas compte et c'est le début, en revanche, de grands échanges commerciaux entre les Français basés ici en Nouvelle-Calédonie et les Anglais en Australie. Oui, bah pour l'élevage et la mine. Notamment l'élevage et la mine. Il faut savoir que les Australiens sont venus d'abord en 1846 pour chercher du santal. On se souvient de Monsieur Paddon, le colon venu s'installer sur l'île Nou et puis à Païta. Il faut savoir aussi que c'est lui qui a emmené les premières têtes de bétail, les premières vaches sur le Caillou. Il est venu aussi s'installer à Païta avec ses compatriotes.
Donc voilà pour cette partie d'installation de commerce. Et puis il y a aussi en 1869 la ruée vers l'or vert, bien sûr, avec Higginson, et puis bien sûr la Seconde Guerre mondiale. Oui, et les Australiens sont même les premiers à venir installer en Calédonie la base arrière. Exactement, ils vont venir ici les premiers le 21 juillet 1941. C'est la Robin Force qui débarque donc à Nouméa. Il faut savoir aussi que les Australiens ont mis un petit peu de temps à répondre à l'appel du 18 juin 40 du général Charles de Gaulle. Pourquoi? Parce que ils ont pris le temps d'y réfléchir, de se dire est-ce que c'est stratégique ou pas. Et puis finalement, oui, c'est un lieu stratégique. Pourquoi? Parce que la Nouvelle-Calédonie va servir de base arrière. On n'oublie pas qu'on se situe entre les États-Unis et l'Australie, entre le Japon et la Nouvelle-Zélande. Donc du coup, lieu stratégique, et donc le Commonwealth avec la France libre va s'entendre pour défendre la Nouvelle-Calédonie d'une invasion japonaise. Et donc c'est au Wentoro la Robin Force va venir s'installer dans un premier temps. Et donc pour mieux comprendre cette histoire, pour en savoir plus, on va regarder un petit reportage signé Lou Lurde. L'arrivée des Australiens en Nouvelle-Calédonie est très bien tombée parce que nous n'avions rien comme défense naturelle, et accessoirement parlé, nous n'avions pas de canon de défense, puisque au fait la France était très loin, le domaine prioritaire c'était l'Europe. Et ici, grâce à l'entente du Premier ministre australien, M. Menzies, avec le général de Gaulle, ils se sont entendus et le général leur a demandé une aide. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les touristes apprécient de retrouver les canons de 6 pouces au Wentoro, n'est-ce pas, en mémoire de cette phase délicate. En juillet 1941, nous avons le croiseur Sydney qui arrive dans les eaux de Nouvelle-Calédonie. Ce croiseur apporte les fameux canons, l'équipement qui a été commandé, et tout va débarquer. Donc il a aussi à bord une trentaine, la première Robin Force, ce qu'on appelle la Robin Force. En fait, 2 forces vont venir sur le territoire. La première est composée d'artilleurs, la seconde, ce seront des commandos qui viendront un petit peu plus tard, mais elles porteront toutes les deux le nom de Robin Force. Donc ce premier contingent, c'est une trentaine de personnes, il y a environ 16 artilleurs, on a des gens du génie, on a des instructeurs, on a aussi 70 ouvriers qui vont aider à la construction de la piste de Tontouta, parce que mine de rien, elle est nécessaire aussi à des projets à venir. Et donc on vient aussi amener ces personnes-là. Donc on va séparer complètement ces 2 contingents. Le contingent d'artilleurs va venir au Wentoro. Alors le Wentoro, quelques mois auparavant, les travaux publics ont commencé à faire des terrassements pour positionner les canons. On a aussi prévu des embases, donc on a des espèces de dalles qui sont faites par les travaux publics. Donc tout est en place quand les artilleurs arrivent. Et voilà, pendant quelques mois, ils vont mettre ces canons en place, les assembler. Alors comment on a pu mettre les canons sur les berceaux, par exemple? Eh bien, on a tout simplement un espèce de tripode. Donc ce sont 3 poteaux, 3 piquets croisés avec une poulie et des chaînes et des cordes qui permettent de hisser le canon, le bouger et le positionner sur le fût. Donc en ça, ils sont aidés par les gens d'ici. Il y a des Mélanésiens, il y a les Européens, tous les gens qui sont engagés dans le bataillon colonial de Nouvelle-Calédonie. Ils sont logés, les Australiens, dans des baraquements qui ont été construits par les Français, par les Calédoniens, un petit peu en arrière des canons. Il faut savoir que tous ces logements sont en bois. Il y a des chambres pour bien entendu les Australiens qui vont rester en permanence dans ces baraquements. Il y a des baraquements pour les officiers, il y a des baraquements pour bureaux, il y a aussi un petit réfectoire. Il y a des baraquements aussi pour des Calédoniens qui sont stationnaires aussi sur le site. On a aussi un bâtiment
en béton qui est construit à l'arrière des deux canons. Ce grand bâtiment, en fait, c'est un poste de commandement. Dans ce poste de commandement, bien sûr, ça servira de poste d'observation. Ça sera aussi un poste de commande et de réglage des appareils qui sont reliés au canon. Parce qu'en fait, on pourra donner les coordonnées sur ces appareils-là. Ils sont tout de suite envoyés au canon qui pourront, ayant ces coordonnées, directement diriger leur tir vers la cible ennemie. Et donc voilà, pendant plusieurs mois, ces artilleurs vont assembler ces canons, les régler. Une fois qu'ils ont vraiment terminé les réglages les plus gros, ils font des essais. Donc ils font des tirs sur des cibles qui sont tractées entre Faramédé et le Wantoro. Et alors bien sûr, la vie, le quotidien de l'artilleur, je dirais qu'il n'est pas trop soumis aux corvées, puisque effectivement autour de lui, il y a quand même les Français qui tiennent on va dire, la garnison, puisque c'est une petite garnison. Ils ont quelques petites corvées bien entendu, mais elles sont mineures. Mais ils ont quand même aussi du loisir. Le loisir, c'est descendre en ville, c'est aller se promener, c'est jouer entre eux sur place. Ils sont quand même soumis à quelques petits exercices. Hein. Il y a des exercices d'alerte anti-aérienne. Ils font un peu encore de l'ordre serré. Hein. L'ordre serré, c'est marcher au pas. Il y a quand même ce qu'on appelle du drill militaire, donc de l'entraînement militaire. Pas aussi intense, bien entendu, que pourrait être une compagnie, une unité qui va aller au combat. Mais il y a bien entendu l'univers militaire qui fait qu'ils sont maintenus dans cette ambiance. Ils vont partir en janvier 1942. Peu de temps avant qu'ils repartent, une autre unité d'environ 300 commandos va arriver sur le territoire, peu avant Noël 1941. Donc fin 40, les Britanniques envoient 2 instructeurs en Australie pour monter des unités de commandos sous la pression britannique, mais les Australiens, l'armée australienne ne sait pas quoi faire de ces unités. Il n'y a pas de doctrine d'emploi. Donc on va monter les unités, mais on ne sait pas quoi faire avec. Ils acceptent d'en monter 3 avant le déclenchement de la guerre du Pacifique. Et donc ces 3 unités vont être employées pour défendre l'espace extérieur, le glacis, autour de l'Australie, en cas d'invasion japonaise. Et c'est exactement ce qui va se présenter comme cas. Donc la première unité est envoyée en Nouvelle-Irlande. Elle va défendre le nord de la Nouvelle-Guinée. La deuxième va être envoyée au Timor et la troisième va être envoyée en Calédonie, juste après le déclenchement des hostilités. Elle arrive donc juste avant Noël 41, 2 semaines après le déclenchement de la guerre. Et donc elle va être chargée, vu qu'il n'y a pas d'autres grosses unités militaires en Calédonie, de défendre au moins la partie nord de la Calédonie. Ils vont s'entendre avec les forces françaises qui sont ici. Les forces françaises vont rester autour de Nouméa. Et le secteur alloué à l'unité qui arrive ici, ça va être la ligne Boulou-Paritio, tout ce qui est au nord, tout simplement. Donc ils vont être stationnés à la fois à Vaud et à Ponériouin. Il y a 3 grosses compagnies, on va dire, dans l'unité. Donc Vaud, La Foix et Ponériouin. Et des petites sections vont être dispatchées un petit peu partout. Ils vont monter jusqu'à Poum, à Koumak, un peu partout. Alors la mission des commandos, c'est très simple, c'est interdire l'accès aux forces de débarquement japonaises, défendre les aéroports, défendre les ports et les détruire, parce qu'ils vont rapidement être submergés, ils sont quand même peu nombreux en nombre. C'est une unité qui compte pas plus de 300 bonhommes. Donc 300 bonhommes répartis dans tout le nord, ça fait peu. Ils sont donc entraînés à défendre ces points, à saboter. Donc la deuxième mission, ça va être repérer les ponts, les mines, tout ce qui ne doit pas tomber dans les mains des Japonais va être repéré, fiché, et ils vont préparer des explosifs pour faire sauter tout ça. C'est aussi simple que ça. La troisième mission, c'est guérilla. Une fois qu'ils sont dépassés par les événements, que la Calédonie est envahie, on se met en position de guérilla et on va harasser les troupes japonaises et on va lever du renseignement aussi, qu'on envoie en Australie. Et bon, la quatrième phase, c'est vraiment quand il n'y a plus rien à faire, on évacue par tous les moyens possibles. Donc en Calédonie, ils arrivent avant les Américains. Ils défendent donc le territoire avant les Américains. Les Américains arrivent entre-temps, en mars 1942. Les Australiens restent, mais ils sont cantonnés cette fois-ci, vu que les Américains sont dispatchés un peu partout. Eux sont cantonnés au secteur nord, c'est-à-dire la ligne Waco-Colnet. Grosso modo, tout ce qui est au nord d'Yangen. Et ils vont donc défendre ce petit glacis-là. Voilà. Et par contre, la Nouvelle-Calédonie, ça a été une base conséquente dès le départ des hostilités et peut-être la plus importante du Pacifique Sud.
Donc voilà, et on va aller un petit peu plus loin encore dans cette histoire parce que j'ai trouvé quelques témoignages qui appuient justement cette position de l'Australie ici en Nouvelle-Calédonie. D'après le lieutenant-colonel Nicholas Floyd, qui est membre du cercle de réflexion stratégique de l'Owi Institute à Sydney, et il représente là-bas le chef des forces terrestres. D'après ce lieutenant-colonel donc, qui témoigne dans ce livre, qui est Australie, Nouvelle-Calédonie, 70 ans de relations bilatérales, eh bien, ce lieutenant-colonel considère que le ralliement de l'Australie à la Nouvelle-Calédonie était le ralliement le plus significatif de tous les ralliements aux colonies françaises. Parce qu'en 1942, jusqu'à la fin de la guerre, eh bien, la base aérienne initiée par les Australiens ici en Nouvelle-Calédonie a été menée par les Américains ici. C'est-à-dire que les Australiens ont d'abord avancé, préparé le terrain et ce sont les Américains qui sont venus travailler dessus. Donc voilà, c'était un cadre de soutien logistique au niveau des navires, au niveau des avions, mais aussi des combats sur place. Et oui, je pense qu'il faut faire cette petite précision que ce sont les Australiens qui ont donc installé tous les équipements de la plaine des Gaillacs à Point Bout. Voilà, c'est eux notamment qui sont arrivés les premiers. On parle beaucoup de la plaine des Gaillacs pour les Australiens, mais des Américains, mais voilà, c'est les Australiens qui ont commencé. Alors, pour continuer dans les propos de lieutenant-colonel Nicholas Floyd, il dit aussi dans ce livre que c'est la Nouvelle-Calédonie, que si la Nouvelle-Calédonie avait été sous l'empire de Vichy au moment où le Japon était entré en guerre, eh bien, son rôle potentiel au niveau de la base arrière pour soutenir les offensives japonaises aurait pu changer la donne, aurait pu changer l'histoire, aurait pu changer l'issue de la guerre du Pacifique. On ne le saura jamais. Une chose est sûre, c'est que depuis, la Nouvelle-Calédonie exerce une influence durable et indéniable avec l'Australie. Et vice-versa, n'est-ce pas? Oui, vice-versa, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'Australie en 1986 qui manifeste auprès de l'ONU son soutien pour inscrire la Nouvelle-Calédonie dans la liste des pays à décoloniser. Et c'est aussi grâce à cette signature, à ce soutien qu'ils ont lancé le processus aussi de l'accord de Matignon, de l'accord de Nouméa. Donc on aura l'occasion d'en parler par contre dans une autre chronique. Merci beaucoup Camille pour toutes ces infos, on te retrouve très bientôt. Merci Chloé, à bientôt. C'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve dès demain.